Taylor Swift, la star planétaire, revient avec un album explosif dans lequel elle casse son image de petite fiancée de l'Amérique et règle ses comptes avec ses ennemis. Les centres de désintoxication sexuelle, reportage exclusif dans la clinique luxueuse où Harvey Weinstein et Kevin Spacey se sont réfugiés après le scandale. Véritable centre de thérapie ou purgatoire médiatique, nous avons enquêté. Les confidences de Louane, la chanteuse de tout juste 20 ans, sort son deuxième album et nous raconte 5 jours qui ont marqué sa courte mais flamboyante carrière. Et puis à un moment, quelqu'un toque à ma porte, j'ouvre la porte, Justin Bieber. Hey man. C'était dingue. La story de la semaine, Jean-Paul Gaultier, alors qu'il vient d'annoncer un spectacle musical inspiré de sa propre vie, retour sur le destin de l'enfant terrible de la mode. Et dans 50 minutes Inside le Mag, Miss France, quel avenir après la couronne? Élodie Gossuin, Chloé Morteau, Marine l'orphelin nous ont ouvert les portes de leur nouvelle vie. Non, on s'y fait, c'est bien aussi finalement d'être incognito. Et puis le document d'Inside, l'Écosse, terre de légende, une contrée mystérieuse aux paysages grandioses qui inspire le cinéma et réserve bien des surprises. Bonsoir à tous et bienvenue dans 50 minutes Inside l'actu. Bonsoir Sandrine. Bonsoir Nikos, bonsoir à tous. Et on commence avec la métamorphose de Taylor Swift. À 27 ans, la superstar qui a déjà vendu, rendez-vous compte, 40 millions d'albums est de retour. Et elle a décidé de casser son image et de régler ses comptes. Fini l'image de la petite fiancée de l'Amérique, une image de jeune femme lisse, parfaite, qui plaisait au début mais qui a fini par lui causer du tort. Car pour ses détracteurs, derrière son image angélique, Taylor Swift serait une redoutable calculatrice. Alors la chanteuse a décidé de riposter avec un album baptisé Reputation, Réputation, un disque pour le moins explosif, Sandrine. La revanche de la petite fiancée de l'Amérique, c'est un sujet de Marine Vernimont et Jennifer Holder. Il y a un mois, la pop star américaine Taylor Swift accueillait chez elle 500 de ses plus grands fans pour leur faire écouter son dernier album en avant-première. 500 Swifties, comme ils se sont surnommés. Bienvenue aux Reputation Sessions. Et avec qui la star entretient des liens étroits depuis toujours. Tout ce qui concerne cet album est top secret. Ces images ont seulement été révélées cette semaine sur le compte Instagram de la chanteuse. Énième étape d'une stratégie de communication ultra maîtrisée pour annoncer son retour après près d'un an de silence médiatique. On est venu d'Irlande, personne n'est au courant. On a quitté le pays juste pour Taylor. Star planétaire depuis son tube Shake It Off en 2014, Taylor Swift, c'est 40 millions d'albums vendus à travers le monde, 104 millions de followers sur Instagram et 226 awards au compteur, un phénomène. Connue aussi pour ses célèbres petits amis, de Harry Styles et One Direction à Taylor Lautner, en passant par John Mayer, l'ex de Katy Perry. La chanteuse revient avec un 6e album intitulé Reputation, sorti hier. C'est vraiment le plus gros comeback de l'année. Qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, on ne peut pas nier le pouvoir de Taylor Swift. Avec ce nouvel album, la pop star casse son image de petite fille modèle et en profite pour régler ses comptes avec tous ceux que son succès agace. Décryptage d'un retour fracassant au goût de vengeance. L'histoire du comeback de Taylor Swift commence par une disparition. Après des années passées à partager toute sa vie sur Instagram, plus rien. Taylor Swift a complètement disparu des radars. On ne l'a vue à aucune cérémonie, même pas dans un bar. On ne l'a vraiment vue nulle part. Certaines personnes disaient qu'elle se cachait dans des valises pour sortir de sa maison. Ça a l'air fou, mais elle en est capable. À peine l'aperçoit-on cachée derrière un parapluie, mi-août, pour aller témoigner contre un DJ qu'elle accuse d'agression sexuelle. Un procès qu'elle gagne. Une première victoire, comme le symbole d'une nouvelle Taylor Swift, bien décidée à ne plus se laisser faire. Pour autant, aucune déclaration de sa part après le verdict. La chanteuse reste muette. L'apogée de ce silence médiatique a été voilà, cet été, quand elle a supprimé tous ses contenus sur les réseaux sociaux, ce qui était soi-disant pour dire je m'en vais, j'ai plus envie qu'on parle de moi. Mais bon, quand on a 104 millions d'abonnés sur Instagram, on se doute bien que c'est au contraire un buzz énorme et une communication très maligne pour faire parler de soi.
Si les fans croient d'abord à une cyberattaque, ils sont vite rassurés quand quelques jours plus tard, Taylor Swift publie sur son compte Instagram cette vidéo de serpent. Une fois qu'elle a publié ces images du serpent, on a compris qu'il se passait quelque chose. Tout le monde était sur le qui-vive et consultait les réseaux sociaux non-stop. Il y a même des fans qui avaient peur d'aller dormir. Le 27 août, Taylor Swift met fin au suspense et dévoile le clip du premier extrait de son nouvel album, Look What You Made Me Do. Dès le début de la vidéo, la pop star annonce clairement ses intentions d'enterrer sa réputation. Plus tard dans la chanson, l'artiste va encore plus loin et déclare que l'ancienne version d'elle-même est morte. Le message est choc, mais le public est au rendez-vous. En moins de 24 heures, le titre atteint 31 millions de vues, un record sur YouTube. Mais ce qui fait le succès de ce morceau, ce sont tous les messages cachés dans le clip adressés à ses ennemis du show business. À commencer par Katy Perry, à qui elle n'a jamais pardonné de lui avoir volé des danseurs lors d'une tournée. Elle a la même coiffure que Katy Perry. Elle est dans une voiture et tient un Grammy. C'est une provocation car Katy Perry n'a jamais gagné de Grammy Award et Taylor Swift en a gagné 10. Mais les principaux visés dans la vidéo sont Kim Kardashian et son rappeur de mari, Kanye West. Lui et Taylor Swift sont en guerre depuis des années. C'est en 2009, au MTV Video Music Awards, que Kanye West déclenche les hostilités. La chanteuse âgée d'à peine 19 ans reçoit un trophée pour le clip de l'année. Merci beaucoup de m'avoir donné la chance de remporter ce VMA Award. Mais le rappeur monte sur scène et s'empare du micro. Je suis vraiment content pour toi. Je vais te laisser finir, mais Beyoncé a l'un des meilleurs clips de tous les temps. L'un des meilleurs clips de tous les temps. Il a totalement interrompu le discours de Taylor Swift et à cette époque, elle était trop jeune, elle ne savait pas quoi faire. Elle est restée plantée là à regarder son trophée en se demandant mais qu'est-ce qui se passe? Kanye West a vraiment ruiné son grand moment. Une humiliation publique en direct à la télévision américaine à laquelle Taylor Swift fait allusion dans son dernier clip. J'aimerais vraiment ne plus être mêlée à cette histoire. Mais ses déboires avec Kanye West ne s'arrêtent pas là. Le chanteur en remet une couche en 2016 avec sa chanson Famous. Dans le clip, il a au lit, nu, avec à droite sa femme Kim Kardashian et à gauche un mannequin en silicone à l'image de Taylor Swift. Une vidéo qui accompagne un texte encore plus évocateur. Des paroles sexistes que la chanteuse évoque à nouveau dans son clip. Qu'est-ce qu'elle veut, la garce? Ne m'appelle pas comme ça. À l'époque, la pop star s'insurge contre ces insultes qui heurtent son public. Les gens étaient choqués par les images et par les paroles. Ils ont d'abord soutenu Taylor car ils pensaient qu'elle n'avait jamais entendu les paroles avant. Mais Kanye a dit qu'il avait eu l'accord de Taylor Swift pour ses paroles. Et là, Taylor a dit « Attendez, je n'ai jamais donné mon accord pour ça. » Mais devinez quoi? Il y a des preuves. Pour défendre son mari, Kim Kardashian publie alors une vidéo prouvant que Taylor Swift était bel et bien au courant. L'image très lisse de la chanteuse est écornée. Ok, si les gens me demandent, je leur dirai que tu m'as appelé avant pour me prévenir. Et qu'on est d'accord tous les deux. Taylor Swift a menti, l'enregistrement fait le tour du monde. Des milliers d'internautes inondent ses comptes Instagram et Twitter de petits serpents, en référence à son côté sournois, calculateur. Ça va ruiner l'image de l'ancienne Taylor Swift. Elle a totalement perdu son statut de petite fiancée de l'Amérique. Mais rien n'arrive par hasard. Peut-être qu'il fallait qu'elle perde ce statut. Elle a battu tous les records avec sa nouvelle chanson. Ça n'aurait peut-être pas été le cas sans cette controverse. Dans son nouvel album, Reputation, Taylor Swift assume sa nouvelle image de manipulatrice et se réapproprie l'animal qui a causé sa perte.
Les serpents sont omniprésents, jusque sur son site internet où la star propose à la vente une bague serpent en plaqué or. Ultime provocation ou moyen de gonfler sa fortune estimée à 280 millions de dollars, Taylor Swift n'est pas à un caprice près. La chanteuse vient de s'offrir la maison new-yorkaise dans laquelle Dominique Strauss-Kahn était assigné à résidence, prix 18 millions de dollars. Et maintenant, il est temps de prendre des nouvelles des autres habitants de la planète People. Qu'ont-ils fait cette semaine? La réponse avec Anne-Sophie Delcourt. Vous savez vous? Rien, vous le savez. Vous êtes super connectés. On commence ce Planète People par un anniversaire. Tonight, President Trump marking the one-year anniversary of his own election victory. Et l'animateur américain James Corden ne s'en remet toujours pas. Oh my God, how's it only been a year? How is that only a year? Un anniversaire que la chanteuse Madonna a décidé de lui souhaiter à sa façon lors d'une balade à cheval sur la plage. L'autre anniversaire de la semaine est celui de Puff Daddy. Pour fêter cela, le rappeur Sean Combs alias Puff Daddy, puis Diddy, puis P. Diddy, a décidé de changer à nouveau de pseudo. So my new name is Love, aka Brother Love. I will not be answering to Puffy, Diddy, Puff Daddy, or any of my other monikers. En français, c'est encore mieux, merci frère amour. L'autre effet d'annonce sur les réseaux sociaux, c'est Sia, qui ne prend pas la parole mais poste une photo de son postérieur. Un pied donné au paparazzi qui tentait de vendre des clichés volés d'elle dans le plus simple appareil. Elle l'a donc devancé en posant nue, gratuitement. Une autre chanteuse à voix, Shakira, ne va pas se faire entendre de sitôt. La Colombienne vient même d'annuler ses prochains concerts à Paris et en Belgique. Sur son compte Instagram, elle s'en excuse à travers un message à ses fans. Mes médecins me conseillent de reposer mes cordes vocales pour le moment. Je me concentre sur ma guérison pour pouvoir partager ce show que j'ai pris soin de préparer pour vous et dont je suis fière. Shakira serait donc malade, mais l'on se demande si ces annulations de dernière minute ne sont pas plutôt liées à son implication dans l'affaire des Paradise Papers. Mercredi, le scandale a inondé la presse. Plusieurs célébrités comme Bono et Madonna auraient usé de techniques d'optimisation fiscale pour réduire leurs impôts. Alors Shakira est-elle vraiment malade? Affaire à suivre. Un autre qui ne va pas fort, c'est Chuck Norris, alias Walker Texas Ranger. Cette semaine, il annonçait mettre fin à sa carrière d'acteur pour se consacrer à sa femme malade. Elle aurait été empoisonnée par une substance injectée lors d'un examen médical en 2013. En 4 ans, l'acteur a déjà déboursé près de 2 millions de dollars pour la soigner et poursuit en justice le laboratoire pharmaceutique qui commercialise le produit. George Clooney lui aussi se dit prêt à mettre fin à sa carrière d'acteur. C'est ce qu'il raconte dans une interview au Sunday Times. Ses raisons, à 56 ans, il a peur de passer pour le vieux beau. Mais surtout, il n'a plus besoin d'argent. Jouer la comédie me servait à payer mon loyer, mais je viens de vendre ma société de tequila pour $1 milliard. Un business lucratif qu'il avait lancé en 2013 aux côtés de Randy Gerber, le mari de Cindy Crawford. Si certains y voient un virage annoncé en politique, l'acteur dément. Il souhaite continuer à travailler sous la casquette de réalisateur de cinéma. Eux non plus n'ont aucun problème d'argent. Quel est le point commun entre la chanteuse Adele, l'ex-footballeur David Beckham et la reine Elisabeth? Un revenu d'au minimum 100 000 € par jour selon le journal britannique Daily Mail. Et alors? Alors ça nous déprime. Mais celui qui nous achève, c'est le cofondateur de Microsoft, Bill Gates, avec 8 millions d'euros engrangés par jour. Pour Mariah Carey, c'était une belle semaine qui s'annonçait, mais à peine après avoir posé ses empreintes sur le Walk of Fame d'Hollywood, patatras, c'est sur le mur de la honte qu'elle a été épinglée après une accusation de harcèlement sexuel. Mariah Carey's former head of security, Michael Anello, has drafted a shocking lawsuit accusing the singer of alleged sexual harassment. Elle aurait aussi zappé de lui payer ses services à hauteur de $200 000 et contraint l'homme à assister à ses ébats sexuels. On se demande bien pourquoi il n'a pas apprécié le spectacle. Après le hashtag balance ton porc, Mariah Carey pourrait inaugurer le hashtag balance ta... Bon, on vous laisse terminer la phrase.
Mais que l'Amérique se rassure, elle a peut-être déjà trouvé sa future reine de la pop. En témoigne cette petite américaine de 6 ans, dont la vidéo a déjà fait le tour du monde avec près de 40 millions de vues grâce à son interprétation très habitée à la chorale de son école. Ils sont jeunes eux aussi et prêts à prendre la relève en musique des Enfoirés. Voici les Enfoirés Kids et leur nouveau clip. Parmi eux, Lenny Kim, Jen Constance, Evan et Marco, Lisandro, Lou et bien d'autres. Pour les voir sur scène, rendez-vous au concert des Enfoirés Kids donc, le 19 novembre à Aix-en-Provence. Une soirée retransmise sur TF1 le 1er décembre. Il est encore temps de prendre vos places. On y va pour le plaisir et bien sûr pour la bonne cause, car l'intégralité des bénéfices sera reversée au Resto du Cœur, la planète Pibola du Cœur et sa nourrition. Et pour plus d'infos, n'oubliez pas, vous pouvez nous suivre toute la semaine sur les réseaux sociaux avec nos comptes 50 Inside et le hashtag 50MN Inside. 50 minutes Inside. Bref. Allez, à suivre dans la deuxième partie de 50 minutes Inside, l'actu désintox sexuel, les stars à la diète. Les confidences de Louane qui sort un nouvel album et puis notre rubrique Insider avec David Ordono qui est parti à la rencontre de Sting cette semaine. À tout de suite. De retour dans la deuxième partie de 50 minutes Inside, l'actu. Depuis le scandale sexuel Harvey Weinstein, une clinique très particulière fait parler d'elle. Elle s'appelle The Meadows aux États-Unis, en Arizona. Et c'est précisément dans cet établissement que le producteur star a décidé de se faire soigner et de se mettre au vert. En fait, c'est un centre de désintoxication qui, depuis 35 ans, est devenu un passage obligé pour quelques stars de Hollywood en proie avec leurs démons. Il y a Whitney Houston, Kate Moss, Selena Gomez. Ils ont été traités pour leur dépendance à l'alcool et à la drogue. Et cette semaine, c'était au tour de l'acteur Kevin Spacey, accusé de harcèlement sexuel, de s'y faire interner. Et en exclusivité, nos équipes ont pu visiter ce lieu très controversé, car cette clinique ne serait pour certains qu'un hôtel 5 étoiles pour stars en quête de rédemption médiatique. Enquête sur les cliniques des stars accro au sexe, c'est un sujet signé Sarah Pison. Los Angeles, le 11 octobre dernier. La dernière apparition de Harvey Weinstein. On fait tous des erreurs. Je dois me faire aider. Tout le monde a droit à une deuxième chance. Depuis les accusations de viol et de harcèlement faites par plus de 80 femmes, le producteur star d'Hollywood a tout simplement disparu. En plein cœur du scandale, Harvey Weinstein a pris la décision de suivre une cure de désintoxication sexuelle. Sur les conseils de son avocat, il est entré ici, dans le centre le plus réputé du monde pour le traitement des addictions. À 2 heures de Los Angeles, The Meadows est un refuge idéal pour les stars à la dérive. Dès que les stars d'Hollywood ont un problème lié à la drogue, à l'alcool ou au sexe, elles décident toutes d'aller en cure de désintoxication. Le dernier à entrer ici en cure de désintoxication sexuelle, Kevin Spacey, il y a 4 jours, accusé d'attouchement sexuel par plusieurs hommes. Nous sommes allés à la découverte de cette clinique ultra luxueuse qui a exceptionnellement ouvert les portes à nos caméras. Que s'y passe-t-il? Comment soigne-t-il l'addiction sexuelle? Thérapie utile ou séjour 5 étoiles pour les stars en quête de rédemption? Enquête. Pour se rendre au centre de désintoxication du Meadows, il faut traverser le désert de l'Arizona. À notre arrivée, nous sommes accueillis par Monica Meyer. Bonjour. Bonjour, enchantée. Enchantée, bienvenue au centre de Meadows. Merci. Suivez-moi. Ne vous fiez pas à son apparence, cette femme est psychologue. Ici, pas de blouse blanche et une clinique qui, à première vue, a des allures de club de vacances. Elle accepte de nous faire une visite exclusive des 6 hectares de la propriété à 2 conditions. Ne pas filmer les patients et ne pas poser de questions sur les plus médiatiques du moment, Harvey Weinstein et Kevin Spacey. Dans ce centre, les clients, uniquement des hommes, partagent leur chambre avec d'autres addicts. Pas de télé, pas de portable, pas d'ordinateur pour éviter toute forme de tentation. Et des thérapies de groupe chaque jour. Voici l'une des salles où se déroulent nos thérapies de groupe. C'est le gros de notre traitement. Nos patients ont beaucoup de pouvoir.
beaucoup d'argent et ils ont tous un statut social élevé. C'est cette toute-puissance qui est à l'origine de leurs problèmes sexuels. Ici, dans un nouvel environnement où ils n'ont plus aucun pouvoir sur qui que ce soit, cela les rend vulnérables et cela permet donc le début du travail sur eux-mêmes. Une thérapie de 45 jours où les patients sont invités à parler de leurs émotions et de leurs pulsions. Quand ils arrivent ici, ils sont encore dans le déni. Et les questions qu'ils nous posent sont « Est-ce que je dois arrêter tout acte sexuel? Est-ce que ça, c'est acceptable ?» Ils se posent des questions qu'ils ne s'étaient jamais posées avant d'intégrer ce programme. Dans cet établissement, la thérapie n'est pas le seul élément du traitement. Ce qui fait la différence, c'est le cadre luxueux et les activités qui y sont proposées. Au programme, piscine pour se relaxer, jeux d'escalade pour reprendre confiance en soi, randonnée et exercice avec des chevaux pour réapprendre à communiquer. Ici, c'est notre thérapie équestre. Voici Doc et Hollywood. Le tout entouré par des coachs spécialisés, des activités de plein air, yoga, méditation, tai chi et ce parcours de footing. Ce qui est tout aussi important, c'est un équilibre de santé mentale et de bien-être. Il faut bien manger, faire du sport, s'aérer, mais aussi bien dormir. On a besoin de tout ça pour soigner leur esprit. Des conseils de bon sens qui laissent un peu dubitatif, mais qui, selon le docteur Stephanie Carnes, la directrice du programme, sont indispensables pour traiter l'addiction sexuelle. Ça donne l'impression, pour ceux qui ne connaissent pas notre modèle de désintoxication, que les patients viennent ici pour échapper à leurs problèmes, qu'ils font une retraite, qu'ils sont dans un spa. Mais non, le programme est très rigoureux, ils ont plus de 50 heures de thérapie. C'est très éprouvant. Et le pourcentage de réussite de votre programme? On n'a pas les chiffres, je ne peux pas vous répondre. Si les preuves de résultats sont inexistantes, le coût, lui, est bien réel. Il faut débourser plus de 1 000 € la nuit, soit un total de 45 000 € pour les 45 jours de traitement. Un séjour entièrement à la charge des patients, pour lequel seuls les plus fortunés sont prêts à mettre le prix. Il faut bien comprendre que les clients ont vu leur vie voler en éclats à cause de leur comportement. Ils sont suicidaires, ils ont perdu leur travail, leur famille, ils sont en grande détresse quand ils arrivent ici. Si en 25 ans, la clinique de Meadows a traité plus de 3000 patients, elle doit sa renommée aux stars qui l'ont fréquentée. Et le premier à avoir suivi une cure de désintoxication sexuelle dans ce centre n'est autre que David Duchovny. En 2008, l'acteur de la série X-Files, marié à l'actrice Téa Leoni, fait une déclaration retentissante au magazine People en confessant ses infidélités récurrentes et sa dépendance au sexe. J'ai intégré volontairement un établissement pour le traitement de l'addiction sexuelle. Ces révélations font l'effet d'une bombe à Hollywood. Avant la révélation de David Duchovny, on n'avait jamais entendu ce terme de sexe addict. Tout ça était un peu tabou et même si tout le monde savait qu'il se passait des choses, on n'en parlait pas. Alors cette confession, ça a été quelque chose d'énorme ici. Suite à cette affaire, le traitement de l'addiction sexuelle est ajouté au programme de tous les centres de désintoxication américains prestigieux. Très vite, ce business devient très lucratif. Si vous êtes prêt à recevoir de l'aide, nous sommes prêts à vous accueillir. Des thérapies pourtant très décriées. Pour David Ley, psychologue et auteur du livre « Le mythe de l'addiction sexuelle », ces programmes sont un écran de fumée. Ces traitements n'existent qu'aux États-Unis. Les gens dépensent beaucoup d'argent pour disparaître de la vie publique et pour donner l'impression qu'ils se font soigner. Mais il ne faut pas oublier qu'après 40 ans d'existence de ces programmes, il n'existe pas une seule étude publiée qui montre que ça marche. C'est une façon de se disculper et de dire « ce n'est pas de ma faute, je suis un malade du sexe ». Plus qu'un traitement, la cure de désintoxication sexuelle serait-elle un purgatoire pour stars au cœur de scandales? En 2009, Tiger Woods défraie la chronique. La presse américaine lui attribue plus d'une centaine de maîtresses alors qu'il est marié. Le plus grand golfeur de l'histoire voit sa vie personnelle et sa carrière brisées. Il a été immédiatement puni.
immédiatement abandonné par tous ses sponsors. Il a perdu des millions de dollars après son scandale sexuel. Il n'avait pas juste des contrats avec des équipementiers de sport, mais aussi avec des marques de céréales, de prêt-à-porter. Alors pour tenter de se refaire une image et de sauver sa carrière, le champion va mettre en scène son mea culpa. Je veux vous dire que je suis sincèrement désolé. Je m'excuse pour mon comportement irresponsable et égoïste. J'ai été infidèle, j'ai eu des maîtresses, j'ai trompé. Et dans la foulée, il se fait admettre au centre du Meadows. Une stratégie payante, Tiger Woods sauve son contrat avec son plus gros sponsor. Pour se refaire une image, les stars sont prêtes à tout et s'il faut passer par une cure de désintoxication, bien sûr qu'ils vont y aller. Quant à Harvey Weinstein, pas sûr que sa cure de désintoxication puisse redorer son image, car il est cette fois question de viol et de harcèlement. Harvey revendique le statut d'addict au sexe pour excuser ses actes, mais ici à Hollywood on appelle ça un prédateur. Un prédateur qui n'aura finalement passé que 7 jours dans le centre de désintoxication du Meadows. Banni d'Hollywood, Harvey Weinstein risque maintenant l'inculpation. Cette semaine, l'invité de 50 Minutes Inside est l'une des grandes gagnantes des Energy Music Awards. Louane a raflé le week-end dernier le prix de l'artiste féminine francophone de l'année. 2 ans après la sortie de Chambre 12, écoulée à près d'1,5 million d'exemplaires, la chanteuse revient, elle a 20 ans et elle signe son dernier album appelé tout simplement Louane. Oui, c'est un album éponyme pour lequel elle a collaboré avec Benjamin Biolay, Julien Doré ou encore Vianney. Du succès de sa première chanson à ses duos avec les plus grands, Louane nous raconte 5 jours qui ont marqué sa vie et c'est un portrait signé Claire Plantinet. C'est dans ce studio parisien que Nikos retrouve Louane. C'est ici qu'elle a enregistré son nouvel album, sorti hier. Bonjour. Mademoiselle Louane. Ça va? Quelle joie. Bah, pour moi aussi. De se voir ici. C'est le studio dans lequel vous avez passé combien de semaines? Quelques mois même. Quelques mois ici, oui. Vous êtes à la maison? Un peu. C'est un peu ma deuxième maison de l'album en tout cas. Alors je vous suis. Allons-y. Montrez-moi le chemin, mademoiselle. Un deuxième album intitulé Louane qui arrive tout juste une semaine après avoir remporté le Energy Music Award de l'artiste féminine francophone de l'année. Merci. Merci. La raison pour laquelle j'ai voulu faire ce métier, c'est pour partager. Et c'est ce que je fais avec vous aujourd'hui et c'est grâce à vous. Et si vous étiez pas là, je serais pas là, alors merci. Bravo. Une nouvelle récompense au Energy Music Awards, comment vous l'avez vécu, savouré? Je l'ai prise avec beaucoup de bonheur, ça m'a énormément touchée et c'est vraiment une très très jolie preuve du partage et de l'osmose que je peux avoir avec les gens qui me suivent. Ce même week-end, elle fait également parler d'elle en signant une pétition. Aux côtés d'une centaine d'artistes françaises, Louane s'engage contre les violences sexuelles faites aux femmes. Un mot sur votre participation à cette lettre ouverte que vous envoyez au président de la République le lendemain des Energy Music Awards. Pourquoi? Parce que je suis citoyenne et parce que j'ai eu la chance que ce genre de drame ne m'arrive pas. Mais ça arrive aux gens autour de moi et ça arrive à énormément de gens. Et malheureusement, je pense qu'il n'y a pas assez de prévention et d'éducation là-dessus. Et c'est surtout ça que je demande, en fait. À 20 ans, Louane s'affiche déjà comme l'icône de toute une génération. Révélée il y a 4 ans, elle enchaîne les succès et se positionne immédiatement en tête des ventes avec son premier album. Un parcours fulgurant sur lequel elle revient à travers 5 dates qui ont marqué sa carrière musicale. C'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui s'efface quand tu me remplaces, quand tu me retiens, c'est celui qui revient. 22 mars 2014, Louane chante pour la première fois jour 1 son tout premier single. Et pour l'interpréter, elle revient sur le plateau de l'émission où tout a commencé pour elle, 1 an plus tôt. C'est celui qui revient. Qui voyez-vous, la jeune Louane qui est là? Oui, la petite Louane de 17 ans qui flippe. En plus, ça se voit en fait. J'essaye de faire la fille cool. Cool. J'essaye vraiment de faire la fille cool avec les cheveux un peu décoiffés, en perf noir, en cuir, un peu rock. Mais en vrai, je flippe. Je me connais, ça se voit, je flippe. Ouais, parce que rien n'est gagné.
Non, je suis au tout début, j'essaye de commencer à avoir ma place à moi en tant que chanteuse. Propulsée sur le devant de la scène à 17 ans, Louane ne tarde pas à sortir son premier album intitulé Chambre 12. Un succès immédiat, devenu en quelques mois disque de diamant et vendu à plus d'1 500 000 exemplaires. Quand ça commence à marcher, vous vous dites ça y est, ou au contraire, attention. En fait, même quand c'est arrivé, on s'en rend pas compte. Moi, j'ai compris ce qui s'était passé vraiment pour moi seulement il y a quelques semaines, en fait, quand j'ai recommencé la promo pour le deuxième album. Véritablement. Ouais, et c'était assez étonnant. J'ai eu une sorte d'interrogation sur pourquoi. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui a changé? Je comprends pas. Et à la fois, c'est très très touchant. Parce que les gens sont là et il y a énormément d'amour et énormément de partage. Un succès auprès du public qui la propulse au rang de révélation musicale féminine. Cette année-là, une rencontre va également marquer ses débuts, celle d'un autre jeune espoir de la chanson française. Guess it's true, I'm not good at a one-night stand. But I'm still in love 'cause I'm just human. 21 mai 2015, Louane se produit en duo avec Vianney. Les deux jeunes chanteurs font leur début à quelques mois d'intervalle et se lient d'amitié. Une alchimie qui se révèle sur scène. Un détail aurait bien pu gâcher leur prestation. C'était très drôle ce jour-là. Qu'est-ce qui vous fait rire? Ce qui me fait rire, alors rien à voir avec Vianney, c'est juste que ce jour-là, j'avais pas la bonne robe avant de monter sur scène et à vrai dire, c'est mon agent qui m'a filé sa robe juste avant de monter sur scène. C'est ça qui m'a fait rire. C'était un moment très spécial pour moi. C'est la première fois que j'ai chanté à la télé avec Vianney, qui est un très très bon ami à moi. Vianney, il a toujours été très important pour moi. Et il est vraiment pas dans le paraître. Et c'est difficile de trouver des gens à qui faire confiance, les artistes y compris en fait, dans le milieu de la musique. Et finalement, c'est l'une des personnes les plus vraies que j'ai pu rencontrer dans la musique. Et on est devenus amis très très vite. On a un peu fait notre chemin en même temps. Et c'était très rassurant. Ouais. À peine un an après la sortie de son premier album, Louane chante dans les plus prestigieuses salles de concert, comme ce soir-là au Zénith. Mais son succès ne s'arrête pas là, il va dépasser les frontières et toucher un pays en particulier. Jetzt, meine Damen und Herren, hier ist Louane mit Avenir. Parti loin derrière, sans trop de raison. Tu m'as laissé hier, la fin de la saison. Je ne veux plus savoir, on s'est éloigné. Tu ne vas plus m'avoir. Et tout est terminé. 24 octobre 2015, Louane se produit en Allemagne, dans l'un des plus gros shows télévisés du pays. Avec près de 100 000 albums vendus, l'artiste séduit le public allemand, notamment avec son deuxième tube Avenir, qu'elle interprète ce soir-là. J'espère que tu vas souffrir et que tu vas m'adorer. 100 000 albums vendus en Allemagne, 200 000 albums vendus à l'étranger. L'Allemagne, c'est plus qu'un croisement pour vous, c'est un socle. Ils vous aiment, les Allemands. Et je les aime beaucoup aussi. Qu'est-ce que vous dites en arrivant sur scène en allemand? En général, j'arrive et je fais Ich bin Louane, ich spreche kein Deutsch. Et ils rigolent beaucoup parce que ça veut dire salut, je m'appelle Louane et je parle pas allemand. Un Prime qui lui réserve des surprises. Ce soir-là, un autre artiste se cache dans les coulisses de l'émission. Et l'un des rêves de Louane s'apprête à se réaliser. Là, juste à côté de la mienne, il y avait Justin Bieber qui faisait l'émission aussi ce soir-là. Et puis à un moment, quelqu'un toque à ma porte, j'ouvre la porte, Justin Bieber. Hey man. C'était dingue. Comment vous le gérez? Vous redevenez fan ou finalement vous parlez? J'ai pris sur moi. J'ai pris sur moi. Pour dire la vérité, dans ma tête, ça hurlait pas mal à ce moment-là, mais j'ai vraiment pris sur moi. Il était sympa? Très gentil, adorable. 2 ans plus tard, c'est une nouvelle rencontre qui va bouleverser la carrière de Louane. Cette fois-ci, elle n'aura pas lieu en coulisses, mais sur une célèbre scène où tous les projecteurs sont braqués. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra.
Bardo peut partir en vacances. Ma vedette, c'est toujours toi. « 17 mai 2017, lors de la cérémonie d'ouverture du 70e Festival de Cannes, Louane forme le couple d'un soir avec Benjamin Biolay. Devant un parterre de stars du cinéma, ils offrent une version sensuelle d'une célèbre chanson de Claude Nougaro. Sur l'écran noir de mes nuits blanches, où je me fais mon cinéma. J'ai la voix qui tremble. Je faisais pas la maline, hein. Pourquoi? C'est les gens, le contexte, Benjamin? Les trois. Les gens, le contexte et Benjamin. Un honneur de pouvoir chanter avec lui, un honneur de pouvoir chanter au Festival de Cannes et un honneur de vivre ce moment tout court. C'était très impressionnant. J'avais peur. Lui aussi, en vrai. Beaucoup moins que moi, mais lui aussi, il avait un peu peur et il essayait de me rassurer. Une rencontre, le temps d'un duo, dont va naître une collaboration. Benjamin Biolay, séduit par la jeune artiste, lui offre une chanson pour son nouvel album. Ce jour-là, j'ai rencontré quelqu'un avec qui j'ai travaillé depuis pour l'album. Et je savais pas encore, mais ce jour-là, je me suis fait un ami et c'est ça le plus beau dans ce métier. Une prestation qui fait passer Louane au rang d'artiste confirmé. Et ce soir-là, elle va justement attirer l'attention de l'un des plus grands chanteurs français. Toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du blues. Les mots ne sont jamais les mêmes. Cet automne, Louane est choisie par Johnny Hallyday pour son album de reprise qui sort la semaine prochaine. Elle demande à interpréter toute la musique que j'aime, un hommage très personnel qu'elle a tenu à rendre à ses parents, disparus lorsqu'elle débutait sa carrière. Le blues, ça veut dire que je t'aime et que j'ai mal à en crever. Ouais, je suis ultra fière. Si on vous avait dit que vous alliez la chanter un jour? Non, je l'aurais pas cru. Je l'aurais vraiment pas cru et c'est assez étonnant en fait. C'est une chanson qui a un poids très, très important dans ma famille. Mon père savait pas tellement chanter, il savait pas non plus du tout jouer de la guitare, mais il adorait ça pour le coup. Et il savait faire qu'une seule chanson à la guitare, c'était justement celle-ci. Et c'est pour ça que moi j'ai demandé d'interpréter cette chanson sur l'album. Je pleure mais je chante quand même. C'est ma prière pour te garder. Qu'est-ce qui représente pour vous un artiste qui a... Vous avez 5 années de carrière, Johnny il en a plus de 50. Est-ce que c'est gros de dire que j'ai l'impression qu'il représente la France? Je crois que c'est assez juste. Je pense que c'est assez juste. C'est un immense artiste. Qui voyez-vous, la Louane? C'est moi à 20 ans, avec tout ce qu'il y a dans ma tête. Et il y a pas mal de choses et c'est ce qu'il y a dans cet album. Je suis très heureux de le tenir dans mes mains et je serai encore plus heureux si vous nous faites l'amitié, ma chère Louane, peut-être de chanter un extrait. Une chanson pleine d'émotions, intitulée « Si t'étais là ». Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu me vois? Qu'est-ce que tu dirais, toi, si t'étais là? Est-ce que ce sont des signes que tu m'envoies? Qu'est-ce que tu ferais, toi, si t'étais là? Et on retrouve maintenant notre insider David Ordono. Cette semaine, David est allé à la rencontre de 4 immenses stars. Il y a Sting, Ben Affleck, James Blunt et Beth Ditto. Wouh! David, je sais pas comment vous faites, mais c'est à vous. Et oui, on commence en musique, j'ai rendez-vous avec un monstre sacré. Sting m'attend dans sa chambre. Bonjour Sting.
Oh, bonjour, comment ça va? Content de te voir. Je suis ravi de vous rencontrer. J'ai une centaine de questions à vous poser. Une centaine? Ouais. J'aurais peut-être 50 réponses. Ok, alors avant ça, on regarde quelques images du concert. Sorti hier tout juste, le DVD live du dernier concert de Sting à l'Olympia, en avril dernier. Pourquoi avoir choisi d'enregistrer ce concert à Paris, à l'Olympia? Je crois vraiment qu'il y a un esprit en chaque lieu. Et quand on joue dans cette salle, on sent qu'il y a toute une histoire. Je dois résoudre quelque chose. Le mystère qui plane autour de Sting. Alors, premier secret, celui de votre longévité. 40 ans de carrière. En fait, je ne m'intéresse pas à ce qui pourrait arriver. Je m'intéresse à ce qui va arriver. Les gens autour de moi disent « Oh, il a l'air d'être un homme sage, il est spirituel, il est zen. » Vous êtes vraiment cet homme-là? Alors, je suis une rockstar, mais je suis surtout un adulte, père de 6 enfants, j'ai des responsabilités de citoyen, des droits. Alors, c'est fun d'être une rockstar, mais oui, je suis un homme avant tout. Alors ok, quel conseil pourriez-vous me donner? Un conseil qui vous a aidé dans votre vie? Un jour, on m'a dit, ça n'est pas la fausse note qu'il faut écouter, c'est celle qui vient après. Et dans la vie, c'est pareil, on fait tous des erreurs. Mais c'est ce que vous en faites après qui est important. Merci. C'est gratuit, hein? Je repars donc avec le conseil du maître pour rejoindre nos prochains invités. Eux, ils corrigent nos erreurs, direction l'Angleterre. Rendez-vous avec des super-héros. Et oui, nous voici à Londres, à quelques jours de la sortie du film Justice League. Alors, je vais rencontrer Ben Affleck et Gal Gadot qui jouent respectivement Batman et Wonder Woman dans le film. Et vous allez voir, l'équipe a mis les grands moyens pour la promotion du film. On va le découvrir ensemble, mais d'abord pour se mettre dans l'ambiance. À mon tour. Justice League, c'est Wonder Woman, Aquaman, Superman, Flash, Cyborg et bien sûr Batman qui s'allient pour sauver du mal la planète tout entière. Rien que ça. On y va? Ah oui, on y va. Premier rendez-vous donné par la production du film dans la cour d'un hôtel où nous sont présentées en exclusivité les 2 voitures qu'utilise Batman dans le film. Alors la rêve de gosse, la Batmobile. Attends, il n'y a personne là. Je suis dans la Batmobile. Bon, on peut y aller, on va rejoindre Ben Affleck. Rendez-vous maintenant au cœur de Londres dans un immeuble que la production a entièrement privatisé. À l'intérieur, un dispositif exceptionnel. Je vais découvrir l'univers de chaque super-héros. Des décors du film carrément reproduits pour l'occasion et même pour finir, un jeu en réalité virtuelle pour se battre à la manière de Wonder Woman pour le coup. Allez, fini de jouer, les acteurs sont arrivés, c'est l'heure des interviews. Et on a 4 minutes chacun pour interroger les acteurs. Ok, alors est-ce qu'un super-héros peut sauver le monde en moins de 4 minutes? Il peut toujours essayer et il réussira sûrement. Combien de créatures ou d'hommes pouvez-vous battre en moins de 4 minutes? Ça dépend de leur force. Et des créatures. Et vous pouvez, je sais pas, m'emmener à Bora Bora en 4 minutes? Je peux peut-être voler, ouais. Moi, je peux pas. Vous pouvez pas, non. Batman peut pas. Bah non, Batman, il faut qu'il aille chercher son avion avant. Peut-être vous. À mon avis, tu peux demander à Flash. Ok, je vais lui demander. Bon, ben en attendant d'aller à Bora Bora avec Flash, donc on va repasser par Paris, hein. Ça vous dit un petit concert? Le concert, c'était celui de James Blunt mardi, vous savez. Le beau gosse qui chantait You're Beautiful. Voilà, carrément. Rendez-vous sur scène. Seule date en France, dans une tournée mondiale de 2 ans. Hey James. Salut. Bonjour. 2 ans de tournée, c'est hyper long, non? Oui, on est allé aux USA pendant 3 mois et demi. Mais ça, c'était pour s'entraîner avant de jouer devant les gens importants, les Français. Mais ça va, vous tenez le coup? Oui, enfin, je n'ai plus de vêtements propres. Mais j'attends septembre 2018 pour rentrer à la maison et faire des machines. D'ailleurs, je cherche une douche, là. Faut que je prenne une douche. Et c'est préférable car dehors, des milliers de filles attendent James Blunt impatiemment. Vous êtes des super fans, non, pour attendre comme ça dans le froid, non? On s'en fout qu'il fasse froid. Vous êtes ok. On va le voir. Ah ouais, nous met en transe de toute façon. C'est vrai? Ouais. Vous avez hâte de le voir? Ah bah carrément, on y court. Ah oui, c'est moi qui vous ralentis du coup là. Un peu. Bon, pardon, je vous laisse filer. Vous êtes venu pour sa musique, pour quoi? Mais pour sa musique. Uniquement pour sa musique? Oui. Rassurez-vous, les fans ont été comblés. 2 heures de show au show. Il m'a ému ce James, moi.
Bon, il faut pas mourir parce qu'on a un dernier rendez-vous. C'est bientôt Noël, si. Pour les grands magasins, ça a attaqué maintenant. Ils dévoilent leur grande vitrine, les grands magasins parisiens, oui. Alors, il y a du public, il y a de la musique, il y a des invités. On y va tout de suite. Et oui, la féerie de Noël, c'est pour les enfants, mais les grands magasins doivent aussi charmer les parents. Du coup, mardi, on l'a joué glamour au printemps avec Nicole Kidman. Aujourd'hui, je joue un peu les princesses. J'en rêvais quand j'étais petite. Bon, j'avais aussi d'autres rêves, mais c'est une chance de jouer ce rôle aujourd'hui. Et à quelques pas de là, une touche plus rock, mercredi pour les Galeries Lafayette avec la chanteuse Bess Ditto, qui a dévoilé les vitrines décorées pour l'occasion, avant de chanter son plus grand tube au pied du grand sapin. Alors ça c'est le show officiel, mais moi j'ai voulu savoir ce que Bess Ditto aime vraiment écouter le soir de Noël. Hey, fermez les portes, s'il vous plaît. Bon, je dois vous poser la question, vous aimez Noël au moins? Ah oui, j'adore. Quelle chanson on doit écouter le soir de Noël? Mon Dieu, Maria Carey. All I want for Christmas is you. Bon alors le truc c'est que j'adore aussi cette chanson. Plaisir coupable. Ah ouais. Merci Bess. Joyeux Noël en novembre. Et voilà, vous l'avez dans la tête. À suivre dans la troisième partie de 50 minutes inside l'actu. La story de la semaine, Jean-Paul Gaultier, l'enfant terrible de la mode, c'est tout de suite. Troisième partie de 50 minutes inside l'actu et maintenant notre story consacrée à la star française de la haute couture, Jean-Paul Gaultier. À 65 printemps, le couturier à qui tout réussit vient de se lancer un nouveau défi, créer un spectacle musical autobiographique. L'occasion de revenir sur le parcours exceptionnel de ce créateur de génie qui ravit les podiums depuis bientôt 50 ans. Jean-Paul Gaultier, l'enfant terrible de la mode, une success story signée Adeline Desson. Il est le couturier préféré des Français, Monsieur Jean-Paul Gaultier. Samedi dernier, sur la scène des Energy Music Awards à Cannes, Jean-Paul Gaultier venait remettre le prix de l'artiste masculin international de l'année. L'occasion pour le public de lui faire un triomphe. We love you, Mr. Gaultier. You are fantastic. Applaudissements et standing ovation pour Monsieur Jean-Paul Gaultier, s'il vous plaît. Jean-Paul Gaultier, décidément dans l'actualité. Cette semaine, le couturier star a dévoilé son dernier projet, un spectacle musical inspiré de sa propre vie. J'ai voulu faire ma propre vie et ça me trottait dans la tête depuis tout le temps, c'était mon rêve. Jean-Paul Gaultier a toujours eu envie de dépasser la mode. Il a besoin d'être sur des pistes toujours renouvelées. Un nouveau défi pour ce couturier touche-à-tout qui a su démocratiser la mode tout en la faisant porter par les plus grandes stars. Retour sur la success story de Jean-Paul Gaultier, de son enfance dans un quartier populaire à son amitié avec Madonna. Une carrière faite de haut et de bas, avec une volonté constante de bousculer les codes et qui lui vaut encore aujourd'hui le surnom d'enfant terrible de la mode. C'est dans les années 50 que Jean-Paul Gaultier grandit dans une tour HLM d'Arcueil, en banlieue parisienne. Enfant unique, le petit garçon s'échappe dès qu'il le peut chez sa grand-mère, une figure emblématique de la ville. Ma grand-mère s'appelait Marie, elle était magnétiseuse, elle faisait donc des massages, elle donnait des conseils aussi à ses clientes, elle leur tirait les cartes, elle faisait enfin plein de choses, c'était un peu comme la magie, quoi, tout le temps. Chez sa grand-mère, Jean-Paul Gaultier observe les femmes et leur façon de s'habiller. Et en fouillant dans les placards, un objet attire son attention. Un jour, j'ai vu une forme bizarre en satin chair avec des lacets et je savais pas ce que c'était. C'était un corset. Quand ma grand-mère est revenue, eh bien, je lui ai demandé mais qu'est-ce que c'est ça? Elle m'a dit ben voilà, c'est un corset, c'est pour aller avoir la taille très fine. Elle prenait un verre de vinaigre pour avoir une contraction de l'estomac et au moment de la contraction, paf, il fallait tirer derrière pour lui faire avoir la taille très fine. Le jeune garçon est fasciné par cette image de féminité absolue. Il dessine des dizaines de silhouettes sur ses carnets de croquis et envoie ses dessins aux plus grandes maisons de couture parisiennes.
Ce 24 avril 1990, le jour de ses 18 ans, un coup de fil vient perturber son anniversaire. Je reviens du lycée et là, ma mère me dit « Jean-Paul, j'ai eu un coup de fil de la maison Cardin et tu dois y aller maintenant, il voudrait te voir. » Jean-Paul Gaultier est engagé dans l'équipe de stagiaires de Pierre Cardin. On l'aperçoit ici à droite, l'assistant pendant un essayage. De toute façon, la mode est toujours ridicule avant et après. Et pendant, eh bien, elle est merveilleuse. C'est quand même chez Cardin qu'il a appris certaines choses, surtout la construction d'un vêtement. Mais après 6 années passées aux côtés de Pierre Cardin, le jeune couturier se sent à l'étroit et a soif de liberté. Il veut se lancer seul dans l'arène de la mode parisienne. Et c'est une rencontre décisive qui lui fait sauter le pas. Cette personne, c'est Francis Ménuge, un étudiant en sciences parisien. Les deux garçons ont 24 ans lorsqu'ils se rencontrent par le biais d'un ami commun. Jean-Paul a rencontré un garçon, Francis Ménuge, qui était, on va dire, l'opposé de lui. Dans le sens où c'était un intellectuel. C'était le coup de foudre. C'était le coup de foudre. Il était brillant parce qu'il était à la fois, si vous voulez, avec une volonté, lui, une volonté plutôt de faire du business. Ils agissent, l'un en créateur, c'est Jean-Paul, et l'autre en businessman, en démarcheur de banquier, en démarcheur de fonds, à savoir Francis. Encouragé par son nouveau compagnon, Jean-Paul Gaultier décide de créer sa marque, à laquelle il donne tout simplement son nom. Le 20 octobre 1976, Jean-Paul Gaultier présente sa toute première collection de prêt-à-porter. Voici l'unique photo de ce défilé, fait avec les moyens du bord. Le couturier est sans le sou. Pour le premier défilé, ils recrutent la concierge de là où ils habitent tous les deux. Elle leur coud des petits tricots, des petits boléros qui ensuite s'arracheront alors qu'elle leur fait ça pour les dépanner. Francis, il leur met des boucles d'oreilles aux filles numériques, digitales, complètement pop. Tout le monde met la main à la pâte. Je me souviens que Francis, donc mon compagnon, m'a dit « Ça y est, j'envoie la musique ». Et moi je dis « Mais attends, elles sont pas habillées les filles ». Et je ne savais pas ce que j'allais leur mettre. C'est les copines qui défilent pour le fun. Elles perdent une ballerine sur 2 pendant le défilé. C'est un foutoir inimaginable. Le défilé semble chaotique, mais contre toute attente, l'enfant terrible de la mode vient de naître. C'est un parfum d'euphorie, de liberté, une sensation. Et ce premier défilé que lui considère comme un fiasco va le lancer dans la cour des grands et les gens vont adorer Jean-Paul Gaultier. Le style de la maison est alors posé. Jean-Paul Gaultier dessine une mode qui ne se prend pas au sérieux. L'une des grandes forces de Jean-Paul, c'est d'être un récepteur. Ça veut dire de regarder un petit peu la manière dont les jeunes autour de lui s'habillent. Il est celui qui le plus s'inspire de la rue. Il observe les looks. Dans les années 80, fin des années 70, on voit surgir les androgynes, on voit surgir le punk. Et en 1982, en visionnant le film Querelle du cinéaste Fassbender, le jeune couturier a une révélation. Dans Querelle, on voit des petits matelots, des petits marins extrêmement sexy. Très vite, il voit ce film et il retient la marinière. Je me suis dit, ah bah tiens, peut-être je peux la travailler, mais je peux la changer. Ça peut devenir une robe, ça peut devenir une marinière dos nu pour homme, par exemple. Et voilà, ça devient son emblème, ça devient son logo. Jean-Paul Gaultier a une coupe en brosse et une marinière et il est identifiable immédiatement à ce look. Et Jean-Paul Gaultier ne casse pas seulement les codes du prêt-à-porter, il révolutionne aussi l'univers des top modèles. Toujours dans cette volonté de se démarquer, il ne fait pas appel à des agences de mannequins pour ses défilés. Il a une autre idée. Sa manière de recruter, c'est de faire passer des petites annonces dans les journaux et de dire « Venez, telle heure, à tel rendez-vous, physique et ordinaire et gueule cassée, ne pas s'abstenir. » On n'est pas mannequin. Non, du tout. On n'est pas mannequin professionnel, on n'est pas en agence. Les deux, on fait des choses différentes. Avec ses physiques atypiques qui défraient la chronique, Jean-Paul Gaultier réinvente les standards de la beauté sur les podiums. Jean-Paul Gaultier, plus que de chercher des mannequins, cherche effectivement des personnalités.
Quand il y a des modes sur les podiums, où les mannequins doivent marcher comme ça, prennent telle position, après maintenant elles ne doivent pas sourire, regarder comme ça, lui, il ne veut surtout pas ça. S'il choisit un mannequin, c'est pour qu'elle soit elle-même. Mais il n'a jamais hésité à habiller les femmes de tous les âges, de tous les poids. Il n'y a pas une seule sorte de beauté, mais il y a plein de sortes de beauté. Il suffit de savoir les regarder et tout. Il n'y a pas question de mode ni quoi que ce soit comme code pour les choisir. En 1990, Jean-Paul Gaultier est un créateur de mode reconnu en France et c'est encore une fois un coup de fil qui va le propulser beaucoup plus haut. Celui d'une star mondiale de la chanson, une certaine Madonna. Quelqu'un téléphone et dit « Jean-Paul, je vais te passer Madonna ». Moi j'étais à côté. Et sa première réaction c'était de me regarder et de rigoler. « Ah, c'est super amusant, on se fout de ma gueule, on veut me passer Madonna ». Et donc il décroche le téléphone, et effectivement j'étais présente, et je vois tout d'un coup qu'il rougit. C'était Madonna en personne qui lui demandait d'habiller sa prochaine tournée. Bustier, sein conique et silhouette sexy assumée, Jean-Paul Gaultier façonne le look de Madonna. Avec elle, il accède à une notoriété internationale. C'était deux tornades, au pic tous les deux de leur popularité, de leur notoriété. Ça a été assez extraordinaire de travailler avec elle parce qu'évidemment, sur la même longueur d'onde et tout, une grande liberté de mon côté qui allait parfaitement avec le spectacle qu'elle faisait, quoi. Je veux dire, c'était une espèce d'osmose comme ça assez géniale. Il est conscient d'habiller un mythe vivant. Il est conscient qu'elle est dans la lumière et qu'il est dans l'ombre, qu'elle a des exigences folles, qu'elle est excessivement professionnelle. Mais enfin, il sent qu'il va habiller Madonna, c'est-à-dire qu'il va donner au mythe une signature, une enveloppe Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier semble avoir réalisé son rêve. Il est sur le point de devenir l'un des plus grands couturiers de sa génération. Mais en octobre 1990, c'est un drame qui le frappe. Son compagnon et associé Francis Ménuge est emporté par le sida. Quand Francis est mort, ça a été un choc terrible pour moi. C'était un morceau de ma vie qui s'en allait. Tous les gens qui étaient autour de lui essayaient de faire au mieux pour être le plus souvent présent à ses côtés. Bien entendu qu'il songe à fermer la maison, qu'il songe à abandonner la mode. Et ses amis autour de lui l'épaulent comme ils peuvent, mais ce sont des mois de grande douleur. Pour ne pas sombrer, Jean-Paul Gaultier se réfugie dans le travail et trouve sa motivation dans un nouveau défi, créer sa marque de haute couture. Tailleur, veste entrouverte et pantalon taille basse en crêpe marron. Ce 20 janvier 1997 à Paris, Jean-Paul Gaultier présente son premier défilé haute couture et concrétise enfin le rêve qu'ils avaient fait un jour avec son compagnon. Je devais continuer. Et que faire d'autre, quoi? En fin de compte, c'est ce que j'aime et c'est aussi ma vie. En fin de compte, je voulais faire ça, je rêvais de faire ça. Donc arrêter, faire quoi d'autre? Le défilé est un triomphe. C'est l'échelon suprême, la haute couture, rentrer dans la cour des grands. Il n'est pas très sûr de lui, mais autour, tout le monde l'encourage. Tout le monde le trouve génial en prêt-à-porter et tout le monde sent qu'il a autre chose à écrire, autre chose à raconter. À chaque fois, on se dit, mais c'est pas possible, c'est tout simplement fantastique, ça va s'arrêter, mais non, la saison d'après, il arrive encore à nous surprendre. Le succès est tel que les plus grandes stars s'arrachent le couturier. De Mylène Farmer à Catherine Deneuve, en passant par Marion Cotillard, habillée en Gaultier lors de la cérémonie des Oscars. Tout le monde a voulu être habillé par Gaultier. Les stars adorent Jean-Paul Gaultier. Jean-Paul Gaultier aime les stars. Quelque part, il a quelque chose de midinette en lui. Plus de 40 ans après le début de sa carrière, Jean-Paul Gaultier est aujourd'hui à la tête d'un empire de la mode et d'une fortune estimée à 200 millions d'euros. Le petit gamin d'Arcueil a fait bien du chemin. J'ai une chance incroyable quand même, c'est que j'ai pu faire le métier que je rêvais de faire, qui est ma passion, qui est ma vie. Donc du coup, ça continue. Et voilà pour 50 minutes Inside l'actu. Restez avec nous, on se retrouve tout de suite pour 50 minutes Inside le Mag avec cette semaine. Miss France, la vie après la couronne.
Et puis le document d'Inside, direction l'Écosse, des landes à perte de vue, des manoirs et des châteaux qui inspirent le cinéma, les Highlands, terre de légende. C'est maintenant dans 50 minutes Inside le Mag, c'est parti.